Bonjour à toutes et à tous. On se pose souvent la question, comment est-ce qu'on peut prédire l'avenir d'un pays? Eh bien, et si je vous disais que la réponse se trouve en grande partie dans ces salles de classe? Aujourd'hui, on va justement décortiquer ces fameux classements mondiaux pour voir ce qu'ils nous apprennent vraiment sur l'éducation et sur le futur de nos sociétés. Oui, la question est hyper importante. Forcément, la richesse, l'innovation, la cohésion d'un pays, tout ça dépend de la qualité de son éducation. Alors, pour la mesurer, on a créé des outils. Mais attention, pas des outils pour voir si les élèves connaissent leurs leçons par cœur. Non, l'idée c'est de savoir s'ils sont capables d'utiliser leurs connaissances. Et le plus célèbre de ces outils, c'est l'enquête PISA. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de regarder les résultats, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'instrument de mesure. Alors ce fameux test PISA, qu'est-ce que c'est exactement? PISA, ce n'est donc pas un examen scolaire classique. On est loin de la récitation. Le but, c'est de voir si un jeune de 15 ans peut se servir de ce qu'il a appris en lecture, en maths et en sciences pour résoudre des problèmes concrets, des problèmes de la vie de tous les jours. Bref, on teste des compétences qui seront essentielles pour sa vie d'adulte. Et c'est l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui pilote cette immense enquête. En fait, la mission de PISA est multiple. D'un côté, comparer les pays entre eux, bien sûr. Mais c'est aussi de comprendre ce qui marche, en analysant l'impact de l'environnement familial ou scolaire. Et enfin, de voir comment les choses évoluent sur le long terme. C'est un peu un check-up mondial de l'éducation, qui essaie de répondre à la question, finalement, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Et concrètement, voilà ce que ça donne. Ce graphique, qui date de 2009, est assez parlant. On voit Shanghai, qui représente une région chinoise très performante, loin devant tout le monde. Et la France, eh bien, elle se situe juste un tout petit peu au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Bon, ce n'est pas une catastrophe, mais on est clairement loin du peloton de tête. Et c'est ce genre de résultat qui a commencé à soulever pas mal de questions. Alors justement, zoomons sur le cas français pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres. Parce que pour comprendre les performances d'aujourd'hui, il faut aussi jeter un œil à l'histoire, une histoire assez unique de son système éducatif. Rapidement, on voit quelques étapes clés. Ça part de l'idéal de la Révolution, une instruction pour tous. Puis, on passe par des moments importants comme la création des ZEP pour tenter de réduire les inégalités, ou encore cet objectif un peu fou des 80% d'une classe d'âge au bac. Ce qu'on voit surtout, c'est une tension permanente entre un grand idéal d'égalité et une réalité qui a bien du mal à suivre. Et s'il y a une chose qui caractérise le système français, c'est ça, sa centralisation. C'est le ministère à Paris qui décide de tout. Les programmes, les horaires, la carrière des profs, partout sur le territoire. D'un côté, ça garantit que le bac a la même valeur à Lille ou à Marseille. Mais de l'autre, cette rigidité est souvent pointée du doigt. Elle rend le système peu adaptable aux réalités locales et, comme on va le voir, elle peut même, sans le vouloir, renforcer les inégalités. Parce que si on creuse un peu dans les rapports PISA sur la France, il y a un point qui ressort de manière vraiment frappante. Ce n'est pas tant le niveau moyen qui alarme les experts, mais l'écart gigantesque entre les élèves. Cette citation, elle est sans appel. Ce que PISA nous dit, c'est que l'école française, non seulement elle peine à corriger les inégalités sociales, mais elle a même tendance à les renforcer. En clair, en France, plus que dans la plupart des autres pays riches, l'endroit où on est détermine en grande partie la réussite scolaire. Et ce chiffre, il est brutal, 5 fois plus de risques. C'est énorme. Ça illustre parfaitement le poids de ce qu'on appelle le déterminisme social à l'école. Et c'est le grand défi que les évaluations comme PISA mettent en lumière pour la France année après année. Et attention, il n'y a pas que les notes. PISA s'intéresse aussi au ressenti des élèves. Et là aussi, le constat est assez préoccupant. Les élèves en France se disent parmi les plus stressés et se sentent moins soutenus par leurs profs que la moyenne. Ça ajoute une dimension humaine, psychologique, à cette question des inégalités et de la performance. Bon, le diagnostic est posé, il est assez clair. Alors la grande question c'est, on fait quoi maintenant? Comment on peut transformer ce système pour qu'il prépare vraiment les jeunes au monde qui les attend? La plupart des experts s'accordent sur un point, la solution, ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est surtout une question de méthode, de la manière dont on enseigne. Il faut complètement repenser la pédagogie. Pour opérer ce virage, on peut identifier 3 grands chantiers. D'abord, rendre l'élève beaucoup plus actif, avec des méthodes comme la classe inversée, par exemple. Ensuite, utiliser la technologie, mais intelligemment, comme un vrai levier pour apprendre différemment. Et enfin, créer une véritable alliance autour de l'école qui implique tout le monde, les élèves, les profs, les parents, toute la communauté. Car au fond, cette nouvelle façon d'enseigner, elle doit servir un objectif très clair, développer les compétences qui seront cruciales pour s'en sortir dans le monde de demain. Et ça va bien au-delà du simple fait d'accumuler des connaissances. Et c'est quoi ces compétences? Eh bien, on peut les voir comme une sorte de boîte à outils pour l'avenir. La pensée critique et la créativité pour inventer des solutions. La communication et la collaboration pour travailler avec les autres. La citoyenneté, numérique et mondiale, pour être un acteur éclairé de la société.
Et enfin, le développement du caractère, c'est-à-dire l'autonomie, l'intelligence émotionnelle. C'est tout cet ensemble qui devrait être au cœur de l'école de demain. On termine donc avec cette question qui reste évidemment ouverte. Les classements comme PISA, au fond, sont des outils précieux, pas pour juger ou pour pointer du doigt, mais pour nous aider à prendre conscience des défis à relever. L'avenir, il se joue bel et bien aujourd'hui dans chacune de nos salles de classe.